Il faut frapper l'Algérie si Alger menace. Voilà ce que nous dit cet avocat, Maître Cissé, avocat malien au barreau de Paris. Comme c'est bizarre, qui nous dit qu'il faut appliquer la doctrine de Tel Aviv. Écoutez bien. La doctrine israélienne est la bonne doctrine pour le Mali. Aujourd'hui, Israël... ça met Israël. Bien sûr. Parce que si vraiment l'Algérie est une menace pour le Mali, avec le financement des terroristes, avec le financement des terroristes, frappe-le. Le ministre de la Défense malien, permettez-moi la légitime défense préventive. Parce que pour que la légitime préventive n'aura pas lieu, il faut que l'Algérie fait procès. Si l'Algérie ne fera pas ça, si Bamako est dans l'obligation, dans l'intérêt supérieur du Malien, et frapper l'Algérie. Si vraiment il tue les terroristes, si vraiment il héberge les opposants maliens, je pense que les autorités de Bamako doivent adopter la latitude israélienne. Ça se défend. Alors vous aurez noté le français extrêmement approximatif de Maître Cissé, pourtant avocat au barreau de Paris. Alors je suis un tout petit peu inquiet, et surtout en termes de géopolitique, frapper la plus grosse armée du continent africain qui a 25 milliards de budget rien que cette année, bah bon courage Maître Cissé. On notera quand même que la spécialité de Maître Cissé en France, c'est le droit des étrangers, d'accord? C'est-à-dire son job, c'est de faire venir des Maliens en France. C'est-à-dire, vous noterez l'acte de patriotisme de Maître Cissé qui me semble ici un peu particulier. Je sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de ce genre de propos. Heureusement que du côté algérien, il n'y a pas ce genre de propos. Heureusement qu'il n'y a personne en Algérie qui prend la parole dans les médias pour dire il faut frapper Bamako. Parce que si on écoutait les plus extrémistes du côté du Mali, il y aurait déjà eu une guerre depuis bien longtemps. Allez mes amis algériens, on tient bon, Tahia al-Jazaïr, n'oubliez pas que les Maliens sont vos frères, mais que le gouvernement malien et surtout ce genre d'extrémistes ne sont pas des alliés, évidemment. Avant d'entrer dans les détails et de révéler les vérités cachées, un petit mot, si ce contenu te parle, ne reste pas simple spectateur. Ne sois pas un invité de passage, deviens membre de la famille. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes, car la suite sera encore plus profonde, de plus explosive, et pourrait changer ta vision de ce qui se joue en coulisses. Depuis Paris, un avocat malien menace de frapper l'Algérie, et il invoque la doctrine de Tel Aviv. Sait-il seulement qu'il défie, à l'ère des coups d'État et des alliances fragiles au Sahel, une voix s'est élevée du cœur de l'Europe, menaçant la puissance indomptable du continent. Un avocat malien, dont la spécialité est de faire entrer des immigrés en France, appelle aujourd'hui à la guerre contre l'Algérie. Ce n'est pas une simple déclaration. C'est le révélateur brutal d'une nouvelle réalité. Une réalité où les petits tentent de provoquer les grands, oubliant que l'Algérie ne répond pas par des mots, mais possède une force de dissuasion qui fait réfléchir les ennemis 1000 fois avant de faire le moindre pas. Ceci n'est pas l'histoire d'une menace, c'est l'histoire d'une puissance silencieuse et de la sagesse d'un État face à un infantilisme politique. Aujourd'hui, nous allons vous révéler pourquoi l'idée de frapper l'Algérie est la pensée la plus stupide qui puisse exister. Maintenant, pour comprendre ce théâtre de l'absurde, décortiquons ses protagonistes. Premièrement, l'extrémiste en costume. Maître Cissé, avocat à Paris. Son métier, aider les Maliens à immigrer. Son patriotisme, appelé à frapper un pays voisin qui partage avec le sien 1300 km d'histoire et de sang. L'ironie ici n'est pas seulement comique, elle est la preuve d'une déconnexion totale de la réalité. Son discours n'est pas politique, c'est une incitation aveugle qui importe un modèle de conflit qui n'a pas sa place dans notre désert. Deuxièmement, la doctrine de Tel Aviv, à Bamako. Quand vous invoquez la doctrine de Tel Aviv, vous parlez de frappe préventive et de riposte disproportionnée. Mais cette doctrine a été conçue pour une réalité totalement différente. L'appliquer contre l'Algérie signifie déclarer une guerre suicidaire. Ceux qui la promeuvent savent-ils qu'ils défient la deuxième armée la plus puissante d'Afrique, avec un budget de défense qui dépasse les 25 milliards de dollars. Une force aérienne de frappe qui possède des chasseurs Sukhoi Su-35 et qui attend l'arrivée du furtif Sukhoi Su-57, l'avion qui changera les règles du jeu sur tout le continent. Une arme de dissuasion stratégique nommée Iskander, des missiles balistiques capables de réduire en cendres n'importe quelle menace avant même qu'elle ne commence. Une flotte navale qui domine la Méditerranée occidentale avec ses frégates allemandes, Meko, et ses sous-marins russes, Trou Noir. Troisièmement, la sagesse de l'Algérie, la force de l'État stable. Pendant que les voix extrémistes au Mali appelaient à la guerre, que faisaient les médias algériens? Ils étaient silencieux, non pas le silence de la faiblesse, mais le silence de la force sereine. L'Algérie n'a pas besoin de crier pour prouver son existence. Sa doctrine militaire est défensive, mais sa dissuasion est offensive. Elle ne commence pas les guerres, mais elle garantit qu'elle les terminera selon ses propres termes. Le discours que nous avons entendu au début n'était pas algérien.
C'était une voix française qui tournait en dérision cette menace et qui appelait les Algériens à s'accrocher à leur sagesse et à distinguer le peuple frère malien des nouvelles élites politiques qui cherchent un ennemi extérieur pour masquer leur échec intérieur. C'est très net. Et ce qui frappe vraiment, ce qui est presque déroutant, c'est le décalage. Le décalage entre cette rhétorique, disons incendiaire, qui vient parfois de commentateurs, de cercles assez précis, et la réaction algérienne, qui est marquée par un silence, une discrétion qui tranche, mais radicalement. Tout à fait. Alors la question est là, forcément elle brûle un peu les lèvres. Cette posture algérienne, faut y voir quoi? La marque d'une sagesse stratégique, une puissance sereine qui sait ce qu'elle fait? Ou alors l'inverse. Ou est-ce que c'est au contraire un signe peut-être inquiétant de paralysie? Une sorte d'incapacité à s'ajuster face à une nouvelle donne régionale, qui se dessine peut-être plus agressive. C'est la grande question. Est-ce qu'on ne risque pas, au fond, de sous-estimer l'effet corrosif de ces mots? Même s'ils semblent, déconnectés d'une menace militaire immédiate. C'est précisément là qu'il faut, je crois, introduire de la nuance et surtout distinguer les plans. Il y a une différence fondamentale. C'est-à-dire? D'un côté, on a la gesticulation politique, l'émotionnel, parfois même l'irrationnel, qui s'exprime comme ça dans l'espace public, médiatique. Oui. Et puis de l'autre, il y a la réalité. La réalité froide, si vous voulez, des capacités militaires, des doctrines stratégiques qui sont établies, et puis les intérêts profonds des États. Ce n'est pas nouveau, ce genre de discours. Ah non, ce n'est d'ailleurs pas une première. On a déjà vu par le passé émerger ce type d'appel à frapper ou des références assez hasardeuses à des doctrines militaires étrangères. Comme si on pouvait copier-coller. Exactement. Comme si on pouvait plaquer des modèles venus d'ailleurs sur une réalité géopolitique aussi spécifique que celle du Maghreb. Ça ne marche pas comme ça. Et donc, d'où ça vient, selon vous, cette virulence? Très souvent, cette virulence verbale, elle est moins le signe d'une volonté d'agression réelle que le symptôme, en fait, d'une crise interne, chez celui qui parle. Ah oui. C'est une façon assez classique, presque un manuel, vous voyez, pour chercher une légitimité qu'on a perdue, ou alors pour détourner l'attention des problèmes domestiques. Comment? En créant un ennemi extérieur. Et l'Algérie serait la cible parfaite? Par sa taille, son histoire, sa puissance, oui, elle est une cible idéale pour ce genre de projection. C'est facile. Donc ce serait une sorte de thermomètre de la fébrilité de certains voisins ou acteurs régionaux, plutôt qu'une menace directe. C'est une lecture intéressante. C'est une lecture possible en tout cas. Mais explorons justement ce fossé que vous évoquez, entre les mots, la rhétorique et la capacité d'action réelle. Parce qu'il a l'air immense ce fossé. Immense, c'est le mot juste, vraiment. Et c'est sans doute le premier enseignement stratégique majeur qu'on peut tirer de cette séquence récente. Lequel? Ce gouffre abyssal entre une rhétorique belliciste, parfois portée par des voix qui, soyons clairs, n'engagent pas forcément l'appareil d'État profond. Oui, des voix un peu périphériques parfois. Voilà. Et la réalité du terrain, quand on analyse froidement les rapports de force militaires, la profondeur stratégique de l'Algérie, on parle de son territoire immense, sa population, la modernisation continue de son armée, terre, air, mer. Oui, les capacités sont là. Elles sont là. Et on réalise que ces scénarios d'attaque, ils relèvent plus du fantasme que d'une analyse stratégique sérieuse. Soyons sérieux 2 minutes. Donc une agression serait impensable. Toute tentative d'agression militaire directe contre un pays de cette envergure, qui est doté en plus d'une doctrine de défense très claire, axée sur la sanctuarisation de son territoire et une capacité de riposte significative, ce serait une aventure extrêmement périlleuse. Périlleuse, c'est un euphémisme. Certains analystes militaires, et pas des moindres, n'hésitent pas à qualifier une telle option de suicidaire. Carrément, pour l'agresseur potentiel. La dissuasion algérienne, qu'on l'apprécie ou non, c'est un fait géopolitique. Les mots ici se heurtent à un mur capacitaire bien réel. D'accord. La réalité militaire, elle est incontournable, les capacités sont là, c'est entendu. Mais la politique, ce n'est pas aussi l'art subtil, parfois un peu pervers, de façonner les perceptions? Bien sûr que si. De créer une réalité par le simple pouvoir des mots. Cette rhétorique agressive, aussi délirante qu'elle puisse paraître sur le plan militaire strict, est-ce qu'elle n'a pas d'autre but? Peut-être plus insidieux? Comme quoi, par exemple? Je pense à une forme de guerre psychologique. Tester les nerfs des dirigeants algériens, voir jusqu'où ils peuvent encaisser sans réagir trop fort, trop bruyamment. Une guerre d'usure,
Oui, voilà. Créer un climat d'incertitude permanent, une atmosphère où, à force d'entendre parler de l'irrationnel, on finit par se dire « et si c'était possible ?» Ou du moins, on en tient compte dans ses calculs. Oui, je vois. Est-ce qu'Alger, en choisissant cette forme de mutisme calculé, ne prend pas le risque de laisser s'installer cette pression psychologique, cette guerre d'usure par les mots qui peut finir par avoir des effets politiques concrets, même sans qu'un coup de feu soit tiré? Est-ce qu'on ne sous-estime pas la puissance de la déstabilisation symbolique? C'est une objection qui est tout à fait pertinente. La dimension psychologique en relations internationales, elle n'est jamais négligeable. Cependant, interpréter la retenue algérienne comme une simple passivité ou comme une sous-estimation de l'adversaire, ça me semblerait une erreur d'analyse, vraiment. Je la vois plutôt comme l'expression d'une posture stratégique qui est mûrie. Presque une tradition ancrée, en fait. Ce silence, qui d'ailleurs n'est pas total, hein. Ah bon? Non, il y a des canaux diplomatiques, il y a des messages discrets qui passent, évidemment. Ce silence public, donc, n'est pas synonyme d'inaction. C'est un choix délibéré. Le choix de qui? Celui d'une puissance régionale qui a suffisamment confiance en sa propre force pour ne pas se sentir obligée de répondre à chaque aboiement, disons par une surenchère verbale. La force tranquille? C'est un peu ça, oui. C'est la manifestation de ce que certains appellent la force tranquille. Une puissance qui s'appuie davantage sur ses capacités réelles, sur sa doctrine de dissuasion crédible, qui a été patiemment bâtie et entretenue. Plutôt que sur les effets de manche. Voilà. Plutôt que sur des effets de manche ou des déclarations tonitruantes. Il faut aussi compter avec le professionnalisme de l'armée nationale populaire, qui est reconnue internationalement, c'est un élément clé de cette confiance. La véritable puissance en stratégie, elle ne se mesure pas toujours au décibel des discours, vous savez. Elle se mesure à la capacité effective de défendre ses intérêts vitaux et de maintenir sa ligne, sans se laisser entraîner dans des escalades non maîtrisées ou contre-productives. Donc face à l'agitation, la rationalité. Dans ce jeu de dupes verbales, oui, l'Algérie choisit de se poser en pôle de rationalité, de prévisibilité, face à ce qui peut apparaître effectivement comme une agitation un peu désordonnée. Pôle de rationalité, force tranquille. Bon, les concepts sont forts, c'est vrai. Ils dessinent une image de maîtrise, de stabilité. Mais est-ce qu'on ne peut pas retourner l'argument? Est-ce que ce n'est pas aussi une façon, disons, confortable de défendre un statu quo régional qui, somme toute, arrange bien Alger? Vous pensez? Cette rationalité affichée, cette prudence calculée, est-ce qu'elle ne masque pas une forme de frilosité face au changement, face aux nouvelles dynamiques qui traversent le Maghreb et le Sahel? Des dynamiques qui pourraient être déstabilisantes? Oui, potentiellement déstabilisantes pour ses propres intérêts ou sa vision de l'ordre régional. En clair, cette force tranquille, est-ce qu'elle ne risque pas d'être perçue par des acteurs plus jeunes, plus pressés ou simplement plus audacieux, comme une forme d'immobilisme? L'immobilisme. Oui, une incapacité ou une réticence à s'adapter à un jeu qui change peut-être plus vite qu'on ne le pense à Alger. Qualifier cela d'immobilisme, ça me paraît excessif. Et ça occulte une dimension essentielle, je crois. Laquelle? Ce n'est pas tant de l'immobilisme que l'application d'un principe fondamental pour la survie et la stabilité d'un État sur le long terme. Savoir distinguer l'écume de la vague. Expliquez-nous. Il faut faire la différence entre l'action réfléchie, inscrite dans la durée, d'un État responsable qui est conscient de ses intérêts permanents et de ses responsabilités régionales. Oui. Et l'agitation, souvent éphémère, parfois hystérique, de certaines factions, de certains groupes de pression ou de certains discours médiatiques enflammés. Qui joue sur l'émotion. Exactement. Ces derniers, par définition, jouent sur l'émotion, cherchent à créer la rupture, à capitaliser sur les frustrations. Et ce faisant, ils prennent le risque de détruire des liens profonds, historiques, culturels, entre les peuples. Tout ça pour des gains politiques à court terme. Et la force de l'État, c'est de tenir bon. La véritable solidité d'un État-nation comme l'Algérie, c'est justement sa capacité à traverser ces moments de tension, ces tempêtes dans un verre d'eau parfois, en gardant le cap. Et comment on fait ça concrètement? Ça passe par une discipline intellectuelle et politique qui est cruciale. Ne jamais confondre un peuple voisin avec lequel les liens sont anciens et complexes et un régime politique donné, qui peut avoir ses propres agendas, ses propres contradictions et qui est par essence transitoire. Ah, la distinction peuple-régime. C'est là toute la philosophie de cette force tranquille, si vous voulez. Elle est orientée vers la préservation de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale. Ça, ce n'est pas négociable. Mais elle essaye autant que possible de ne pas fermer les portes de l'avenir, de préserver une vision régionale sur le long terme, au-delà des crises passagères.
La distinction est élégante, je dois dire. Intellectuellement, elle est satisfaisante. L'État pérenne face aux factions volatiles. Le peuple frère face au régime éventuellement hostile. Mais sur le terrain, dans le grand jeu diplomatique et stratégique, où les lignes sont souvent brouillées, est-ce que cette séparation est toujours aussi nette? C'est vrai que c'est complexe. Les États, même les plus rationnels en apparence, est-ce qu'ils n'ont pas parfois recours, de manière plus ou moins avouée, à ces fameuses factions, à cette agitation qu'ils dénoncent publiquement pour servir leurs propres intérêts? L'instrumentalisation. Oui. Est-ce qu'on n'utilise pas parfois des acteurs non étatiques ou des campagnes médiatiques agressives comme des outils indirects, des proxys, comme on dit dans le jargon? La frontière entre dénoncer et instrumentaliser, elle est parfois ténue, non? Elle peut l'être, oui. Et face à des acteurs qui justement excellent dans l'art de brouiller les pistes, de jouer avec le feu, d'utiliser cette agitation comme un levier de pression, cette force tranquille, aussi solide soit-elle, est-ce qu'elle peut vraiment suffire? La retenue, est-ce qu'elle a une chance face à la provocation délibérée et répétée? C'est le défi. Est-ce qu'elle ne risque pas d'être interprétée comme une faiblesse, et donc d'encourager l'escalade? Vous touchez là au cœur de la complexité et, disons-le, de l'hypocrisie fréquente des relations internationales. C'est vrai, oui, la frontière est souvent poreuse. Oui, l'instrumentalisation d'acteurs interposés ou de campagnes de désinformation, c'est une vieille lune de la politique étrangère, une réalité avec laquelle tous les États doivent composer. Mais alors? Néanmoins, si l'on revient à l'épisode précis qui nous occupe en ce moment, l'analyse des faits, des réactions, suggère que la posture algérienne, cette distinction claire et ce refus de l'escalade directe, a peut-être paradoxalement servi ses intérêts. Ah oui? Comment ça? Au lieu de l'affaiblir, cette gestion de crise semble avoir renforcé son image. Son image d'acteur majeur, incontournable, dont la stabilité est perçue comme une condition sine qua non de l'équilibre régional. Ça, ce n'est pas anodin. La perception internationale a joué, Oui, la perception internationale, et notamment celle des grandes puissances ou des institutions internationales, voit la stabilité de l'Algérie non pas comme un enjeu purement interne, mais comme une véritable clé de voûte pour la sécurité de toute l'Afrique du Nord et de la bande sahélo-saharienne. Une région déjà suffisamment volatile comme ça. Donc le calme a payé, en quelque sorte. Dans ce contexte très précis, oui, la réponse mesurée d'Alger n'est donc pas apparue comme un aveu de faiblesse, plutôt comme une démonstration de puissance contenue, de résilience, une capacité à encaisser les chocs sans paniquer, sans dévier de sa trajectoire stratégique fondamentale. C'est une forme de message envoyé en ville. Nous sommes solides, nous tenons le cap. Bon, la démonstration de résilience a donc été faite. Pour cette fois, la puissance maîtrisée l'a emporté, on peut dire, sur l'agitation verbale. L'épisode semble clos, en surface du moins. Mais la question de fond, elle, demeure. Et elle est peut-être plus prégnante que jamais. Quelle est-elle? Dans un environnement régional, et même international, qui se fragmente, qui devient de plus en plus imprévisible, où les anciennes règles du jeu semblent voler en éclats, et où de nouveaux acteurs n'hésitent pas à employer des méthodes disruptives, voire brutales. Oui, le contexte change. Est-ce que cette posture de retenue stratégique, cette fameuse force tranquille algérienne, sera toujours soutenable? Sera-t-elle toujours perçue comme une force? C'est toute la question pour l'avenir. Ou bien est-ce que les pressions continues, qu'elles viennent de l'extérieur ou même de l'intérieur du pays, ne finiront pas par exiger une adaptation? Une réponse plus affirmée, plus visible, peut-être moins silencieuse pour défendre les intérêts nationaux face à ceux qui pourraient prendre la prudence pour de l'hésitation, voire pour une invitation à pousser leur avantage. L'avenir de cette doctrine de la force tranquille, c'est peut-être ça la vraie question qui se pose aujourd'hui.